ce soir ce magnifique panel pour vous. Redefining Activism, qu'est-ce que ça veut dire redéfinir l'activisme? C'est un sujet très large, mais pour en parler, vous avez à ma droite Yams. Yams qui est travailleur social, activiste antiraciste et qui s'intéresse particulièrement aux questions de violence policière. Vous avez Olav qui est écrivaine, activiste, whatever greatness we can have in this world. Et Stéphanie qui est travailleuse sociale, qui s'intéresse particulièrement sur les questions activistes évidemment et qui s'intéresse particulièrement sur les questions de climate justice, anti-racism, feminism and what not is related to that. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça, je vais vous laisser la parole et je vous souhaite du coup un bon panel, ça va durer 2 heures, il n'y aura pas de pause, donc vraiment tenez-vous à vos chaises because it's gonna move, so... I didn't do my... So, on me dit de vous dire que le bar sera fermé après, donc si vous pouvez évidemment vous lever discrètement pour aller chercher à boire, voilà, etc. Et évidemment, à la demande des panélistes, si vous avez un masque et que vous voulez éviter de respirer dans leur face, vous pouvez le mettre parce que voilà, on demande et voilà. Donc bonne soirée. And now. Okay, thank you for Climate Justice Camp for inviting us and also for being the first panel. In the following days, there will be more panels that will definitely be inspiring, I suppose. So yeah, we're going to start today about activism. Activism in the mainstream is becoming something that other people also do when it comes from sharing a hashtag, going on the streets, and all of this kind of falls into activism. We also see sometimes people from extreme right calling themselves activists. So what does activism mean in a world that is continuously changing? So I'm going to start off in 3 parts. The first part is what is activism, the second part is activism within the world that we see today, and the third part is what can activism become. So I'm going to start off by asking both of you what activism is to you and how you became an activist. Olava. Oh, me immediately. Yeah. Okay. Again, I'm the one that asked for if people have a mask to put it on because I am a diabetic, which means I'm in the high risk of the COVID-19. And I really appreciate, for me to be able to speak to you without a mask, it kind of helps to know that you're protecting me a little bit as well, right? So, yeah, thank you. Just one thing before we start. Aida was supposed to be here, but couldn't make it. And she has a message for all of us that Ruth will read. Oh, yeah. So Aida was supposed to be on the panel, so there were supposed to be 4 persons on the panel, and I'm going to read her message. I'm going to try to translate it a little bit for the people who need it because the translation is not there yet. But the idea, you're going to get it. So, Idea is my colleague, an activist, an anti-racism educator, Afro-feminist activist, and also whatnot is there to be related to that. So it was a pleasure to invite her in the Climate Justice Camp, but she couldn't make it. So, this is her message. Hi everyone, this is my non-apology for not being here with you tonight. A part of me is sorry because I was very excited and this conversation is also important. But I got ill and too tired and I need rest. One of the subjects to be discussed tonight is the issues around activism being part of a capitalist, cis-heteronormative, racist system. Burnout culture is definitely part of that. We push ourselves to take care of everyone but ourselves. And this morning, for a minute, I really challenged myself to get just rest enough to be able to join all of you. Yep, I tried to rest productively to be able to be productive again. Classist activist in a capitalist society. So I'll be practicing what I preach and take care of myself, rest, and get better. We need more self-care in our activist communities, individual and collective.
I wish you a fascinating conversation tonight and see you soon. Okay, so let's start. So what was activism for you, Lava? Okay, so what is activism for me? What I had prepared was kind of the story of how I ended up in quote-unquote activism, right? Because that was sort of part of the question. And I'm always, whenever people ask me this, I'm always very sorry to say that when I sort of ended up in activism for very selfish reasons. Like I'm sorry, I don't have this like, oh, when I was at the playground, when I was a child, I saw something unfair happen, and then for the rest of my life, I have fought injustice. That's not my story at all, actually. For almost 30 years of my life, I had done everything I could to be a functioning member of the capitalist, white supremacist, patriarchal, heteronormative, and homonormative society and sort of context that I had grown up with. Like, I wasn't a rebel at heart, and it only kind of started, sort of this whole journey into activism kind of started when I had, for I think the 10th or 11th, I don't know, many a time that I had come to actually be like, to total failure in failing absolutely in being part of this society that I had grown up with. Like I was, at some point in my life, for the many a time, but this one was a particularly dark spot, but I had become involuntarily committed in a psychiatric hospital because I was deeply suicidal, depressed, and addicted, and a whole bunch of things that I had sort of, that sort of I would say my mind kind of broke at some point. Trying to fit in was so much work, but trying so hard to believe all these things that we're taught about ourselves and about each other. It really was so much work that at some point I completely failed, and I ended up in this hospital, involuntarily committed. And what happened, and I don't really know exactly how this came about, but I somehow or another managed, like this group of black women, feminists from Amsterdam, kind of walked into my life, mostly I think through Tumblr or something, I don't know. It was strange because they kind of, and mind you, at that time, almost no one in my life had any contact with me anymore. I had done some really destructive things in people's lives. And mind you, I was a corporate law lawyer for a very long time. In my time as a lawyer, I used to sue African governments for European clients, contractors. I decided on a moment in my life to go into this super neo-colonial entrepreneurial project in Rwanda because I was going to save Africans, and got involved with some pretty, now that I know, pretty problematic venture financiers who are operating right now in East Africa and at the time as well. And that was my life. And I break down and I end up in this hospital. And obviously all the people in my life, the lawyers I knew, the entrepreneurs I knew, I mean, they weren't gonna have a crazy person in their life, right? So I was out. And these black women kind of came in my life. And to be very honest, like they just basically provided me with answers as to why I was failing this system. And they kind of gave me room and taught me how to forgive myself for failing, and also how to find pride in failing to be a functioning member of this totalitarian white supremacist society. So that's how I kind of rolled into activism, because I needed answers. I needed community because I had lost all my community. I needed real community. And I think also I wanted to be, and this is something I was taught in the anonymous alcoholics program that I follow, to be of service. Like if you're of service to something, it really is a great way to stay sober, And so that's how I came into activism, really as a way to find answers, to find community, and to really have something bigger than myself to look out for. Because when I am just really involved with myself, I tend to do really bad things. So
Does that answer the question? Yeah, it's Okay. perfect. Yeah, thanks for sharing and also being so open about things you went through. Mimoun, how did you get into activism and what does it mean for you? Moi, je vais parler en français, si ça va avec l'assistance. Et je voulais juste vous dire que pour ceux qui sont dans la salle, qui ont essayé de me dire coucou, je vous vois difficilement à cause des lumières. Et je pense qu'en fait, on ne vous voit pas du tout. En fait. Parce que ça, c'est juste pour ça. Moi, j'ai commencé... en fait, j'ai tendance à dire que quand on est non-blanc, on est plus ou moins activiste à la naissance. J'ai l'impression que en tout cas à partir de mon expérience, toutes les familles que je connais, on a tous fait ce que les gens font qui est à la mode aujourd'hui, c'est accueillir, héberger des migrants, des réfugiés. On a tous caché des gens, on a tous essayé de trouver du taf en noir pour des sans-papiers. Et c'est un thème qui est commun dans nos familles et dans nos cercles, dans lequel on grandit, dans lequel on évolue, et qui, qu'on le veuille ou non, nous forge, qui fait qu'à un moment de notre vie, bien qu'on essaye de s'élever socialement ou de percer, en fait, à un moment, tu vois très bien que, dans un premier temps, en anglais, ils disent « you don't fit in ». Genre, c'est logique parce que les cases, comment dire, le fer dont ton histoire, le fer qui t'a forgé, c'est-à-dire ton histoire en fait, ton histoire, les gens que tu as connus, ils font que en fait, tu n'as pas la même vie que les gens qui auraient potentiellement percé. J'exemplifie ça avec mon arrivée à l'université. Il faut savoir que j'étais à l'école juste là en fait. J'étais à l'école là. Je crois qu'à l'époque c'était une des pires écoles de Bruxelles. J'ai vu à partir de la 3e année secondaire, en même temps que les lois zéro tolérance, la plupart de mes camarades quittaient l'école sans raison. Pour la plupart ils sont partis en tôle, pour les autres ils sont partis en professionnel. On les a réorientés. On m'avait proposé ça aussi, mais je crois qu'à l'époque j'avais un peu trop de fierté et j'étais un peu trop stupide pour accepter. Ça aurait été peut-être plus facile. Donc j'ai fait ma générale en sciences. Jusqu'en 6e. Je suis arrivé à l'université et en fait, je me suis dit, si je continue à traîner avec les gens qui sont dans cette école-là, jamais je vais sortir du quartier, jamais je vais sortir de cercle en fait. Et donc, je suis parti dans une université où personne allait, l'université Saint-Louis, au centre-ville, quand tout le monde allait au ULB. Et en fait, quand je suis arrivé là, j'ai compris pourquoi les nôtres, on n'y allait pas en fait. C'est que c'est une université où j'avais des collègues qui, sur leur carte d'identité, avaient marqué chevalier. C'est une université de bourgeois. C'est une université où j'ai vu un mec avec un livre comme ça. C'était le dernier livre d'Éric Zemmour. Comment il s'appelle ce livre ? Le suicide français. Et qu'il le lit comme s'il lisait un roman d'Agatha Christie ou un truc dans le genre. Comme moi je lis Marx, lui il lit Éric Zemmour. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai fait deux chemins. J'ai essayé de m'activer dans l'association d'étudiants, une sorte d'association d'étudiants gestionnaires de l'université. Et en fait, malheureusement, au bout d'un mois en chemise, je ne pouvais plus. Et j'ai rejoint les JOC, Jeunes Organisés et Combatifs, qui, dans l'université, étaient les seuls gauchistes en fait, et les seuls gauchistes et en fait des anarchistes. Et du coup c'est là où j'ai fait mes armes politiques. J'ai commencé par faire des petites manifestations, organiser des petits événements, des petites conférences à l'université. Et puis c'est parti un peu en couille. On s'enchaînait à des buildings, on faisait un peu nimp YOLO, on faisait un peu YOLO quoi en fait. On s'enchaînait à des buildings, on s'enchaînait sur des autoroutes, enfin sur des routes, sur le boulevard, pour empêcher la Commission européenne, des trucs comme ça. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis intéressé à la question des violences policières. 2 ans d'anarchisme, les violences policières. Et en fait, de mon expérience, moi je me suis dit, les violences policières, de facto, il y aura que des Arabes et que des Noirs, et sûrement que ça va partir en couille, sûrement que ça va être n'importe quoi. Et du coup, j'arrive en réunion, et en fait, il y a moi, et il y a une camarade, Siam, qui n'est pas là, et c'est une camarade avec laquelle aujourd'hui je travaille encore. Et on est les deux rebeux, en fait. On est les deux seuls rebeux. Il n'y a pas de Noirs, et tout le reste, c'est des Blancs. C'est des camarades anarchistes. Et donc, on se pose la question de savoir pourquoi, premièrement. Parce que
l'actualité le montre, les violences policières, majoritairement, elles touchent nos quartiers, elles touchent les gens que je connais, elles touchent des gens de ma famille, elles touchent des camarades. Et donc, je me demandais pourquoi. Et en fait, ça nous a forcés à cette période-là, au bout d'un an de lutte contre les violences policières, il disait pour les militants. Du coup, c'était ça le groupe. On s'était dit que c'était pas possible, qu'on devait s'interroger sur pourquoi le travail dans les quartiers n'était pas fait et pourquoi il y avait personne des quartiers qui s'engageait en fait dans cette lutte contre les violences policières. Du coup, on a créé dans les JOC un groupe en non-mixité raciale en fait. Et dès le départ, c'était très clair que on essayait de créer cette enclave de personnes racialisées dans ce mouvement qui était majoritairement blanc à l'époque. Et là, à cette période-là, c'était très neuf en fait. Pardon. C'était très neuf. Pourquoi ? Parce que la plupart des associations militantes, en fait, elles sont non mixtes. Par défaut, en fait. Parce que quand on est une association africaine à Matangué, par exemple, il n'y a que des Noirs qui s'impliquent là-dedans, parce que qu'est-ce que des Blancs vont faire ? Qu'est-ce que des Arabes vont venir faire ? La différence que nous, on a voulu prodiguer, c'est que nous, on revendiquait la non-mixité comme un choix politique et comme non seulement un choix, mais un besoin, en fait. Ce que beaucoup de gens essaient de se dédouaner ils essaient de se dédouaner de leur non-mixité pour essayer de plaire, en fait, au pouvoir subsidiant. Nous, on a eu la chance de ne pas avoir eu besoin de ça. Donc ça nous a permis, pendant 4 ans, de travailler, de faire grandir le groupe à l'intérieur de l'organisation. Et après 6 ans de bénévolat, j'ai eu un poste chez les JOC et je suis aujourd'hui animateur. Mon titre, c'est animateur socioculturel, mais bref, en tout cas, je suis travailleur pour cette association. Et on se retrouve, en fait, là, aujourd'hui, où après 6-7 ans de militantisme un peu naïf, en vrai, pour la plupart du temps, de militantisme un peu jeune, où, pour la plupart, j'ai l'impression que on n'a pas forcément de réels objectifs à court, moyen, long terme. Et je le sais d'expérience, en fait. Notamment parce que ça se voit notamment dans l'état dans lequel on finit tous, en fait. Genre, on finit tous épuisés. On finit tous un moment où, pendant 1 an, c'est impossible de recevoir un message et c'est presque impossible de répondre au téléphone parce qu'on se dit, putain, on va me demander un truc et je ne saurais pas dire non. Et en fait, j'ai l'impression, après regarder mon parcours, en fait, après avoir regardé mon parcours, c'est qu'en fait, on ne sait pas forcément où aller. Et je pense que c'est un peu je pense que ça devrait être la discussion que chaque groupe militant se pose avant de commencer, et chaque individu devrait se poser, c'est qu'est-ce que je veux ? Et surtout, moi si j'avais un conseil, c'est que je ne viserais pas le long terme. Moi, je suis plus moyen court terme. Mais qu'est-ce que je veux ? Et vers où je veux aller ? Et à partir de là, je pense que c'est un bon starting point. Et c'est mieux de le faire tôt qu'après 6-7 ans, j'ai l'impression. Yeah. Donc, normally now I would have asked Ida, but because they're not here, I'll answer, I guess. So for me, I don't really identify as being an activist in a certain way, because it's just something you do, you know? It's just something you kind of do when you come up for yourself. When you're like so I grew up in Ghana, where I was mostly white, seen as white and like biracial. And when I moved to Belgium, then I realized that I became black, well, for people around me. So that's when I started to do things like take a certain distance, depending on where I was in the shop, because I started to be followed, I started to be treated differently than I was before. So it's more by just being in the world around me that I kind of went into activism. And then the first thing that I started to do was climate activism, because it was the most, well, in like a society where most people are white, like climate activism was the first thing I kind of went into contact with. But then I realized that it was not something I was a part of, because I was not in the class where I could buy, you know, the really cool food, the really expensive food. And then I would just show up with like my coconut juice
And then it was kind of like, oh no, this is so much CO2 pollution and how dare you, you know? So I kind of realized that that also wasn't somewhere that I belonged, in a sense. So it's been like a lot of ups and downs, and also still searching. It's like a search for myself in a way, but also I realized that people called me an activist, even though it wasn't something that I thought of myself, because fighting for something meant that you were fighting for something bigger than yourself, but it kind of started with fighting for myself and just have a right to say something, even when I was kind of writing letters to my university at the time saying that, you know, they were kind of, well, basically they were being racist towards me and saying like, hey, what is Africa in front of the whole class and these kind of things. Then when you were writing the letters to say, hey, you know, like this isn't correct, then you would have the whole backlash from the whole institution against you, you know, like this never happened. Or I was standing dans le couloir, and then the white woman that was being racist, well, the head of diversity at the time, who was a white woman, came up to me and my white friend that were there, and she said, which one of you is Stephanie? When the case was clearly racism, and then how could she think that my white friend would be Stephanie? So I think many of those situations kind of made me, in the pain of fighting for myself, I was seen as an activist, even though it was just me trying to belong in a way, or just be able to be myself. Even with my hair, I guess, you know, when you show up to like a job interview, you'll attach it because you realize that like the way that you look or are perceived isn't acceptable. So I think it's more through myself. But I didn't actually prepare these questions for myself because I was just gonna talk to you the whole time. So I'll just continue doing that because I didn't think about how I would talk about me. Does this work? Yeah. I'm moved by what you said and what you're also saying about. And this is something I felt quite often when people sort of, I took a sabbatical this summer, and a number of people that I care about a lot would write me and say, you know, just existing and just surviving for you makes you an activist. So like as a kind of, I think, as a badge of honor or something, like as a like, perhaps a reassurance when I would say like I need some time off of all this. And for people to reassure me by saying, well, you're doing fine, you surviving is activism. And I hear you both speaking out of this sort of like, about this sort of like positionality we're in, where we almost don't have a choice into sort of engaging society in a subversive way, right? Like I think that's what activism, I think in our circles, tends to mean, is you're engaging society in a subversive way. And I think that there is a certain sadness that I feel when I hear that, and maybe that's something just overly dramatic. I'm very dramatic, but but I do feel like there is something very tragic about that we don't have space often, or we make space for each other to kind of acknowledge that there is a violence inherent to that of going to university and knowing, okay, no matter what I do, I don't belong, and just me breathing in this space is basically an affront to this institution, or in your situation as well, and in mine. And I think it's quite sad, and I think sometimes obviously there's also a certain message of hope that says that our very existence apparently in and of itself is a threat, right, to this. So something in me says that it also means that perhaps the civilization is quite weak or something, you know? If me just getting through the day is a threat to it, that's also interesting. There's a promise there, right? Like, but I'm moved a little bit by just how sad it is. Also, how often I see people who don't have that also take up the space and be, lauded and applauded for being these activists, when they can quite easily say, well, that was a chapter in my life, and now I'm gonna go and just live and do other things, right? And I'm talking here mostly about, like, white people, like there's a certain ease at which you can just stop. You can just be like, okay, that was fun, I did it. It was, I've met people who were like, when I was younger, I was a real activist. But now, I've made other choices in my life because I was angry at the world, And I listened to them, I'm like, wow, this is fascinating. They can stop. It's amazing. Anyways, I just had that reflection listening to both. Yeah, I also relate to what you said, that it's like a choice, it's like a hobby almost to be an activist, whereas
I think multiple people, it doesn't feel like a hobby. It just feels like something you have to do to be able to survive. You know, it's not like you can say this is, now it stops. It just is there. But the next question is, what is an activism and when is it performative? Yeah, that was one of the harder questions you sent Yeah. us. Do you want to start? Maybe for the audience, performative activism is mostly when people just do it for the likes. What we also saw with like the Black Lives Matter movement, that people will share it, but then when it comes to like day-to-day practices, people will do the complete opposite. C'est marrant parce que moi j'ai une expérience qui est personnelle de ce cas de figure où en fait je suis militant antiraciste depuis en fait bon philosophiquement depuis ma vie, mais depuis genre 6 ans consciemment avec une pratique avec etc. Et il y a toujours ce discours de en débat que le racisme existe. Pourquoi? Parce que des gens sous prétexte de leur existence même, elle devient criminelle. Et c'est exemplifié comment? C'est parce que tu marches dans la rue en tant qu'arabe ou noir, tu te fais contrôler. Ça veut dire qu'en fait, ta présence, non seulement elle n'est pas tolérée, ça on est au courant, on le voit tous les jours, mais elle est problématique dans l'espace dans lequel tu es. Ça, c'est un truc que j'ai vécu, donc c'est un truc que je sais, c'est un truc que pour la plupart on peut vivre. Il y a certaines choses, en fait, comme par exemple l'accès au logement, où en fait, c'est vrai, pour nous, les Arabes et les Noirs, c'est difficile de trouver un logement. Et c'est facile de le dire, mais en fait, c'est que très récemment que j'ai compris à quel point c'était difficile, à quel point c'était difficile de trouver un logement. Genre, ça doit faire 1 an que je cherche un logement, je viens de l'avoir, il n'y a même pas une semaine, en fait. Et le truc, c'est que... Ouais, merci, je vous inviterai un jour. Pas tout ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, de l'avoir vécu, d'avoir compris qu'en fait, c'est peut-être pas parce que j'ai un bon profil, en fait. Je suis travailleur socio-culturel, je suis responsable de la gestion journalière d'une ASBL, j'ai un salaire plus ou moins intéressant qui me permet de me payer les endroits que je cherche, quoi. Et en fait, que les gens me disent « oui, désolé, on a trouvé quelqu'un avec un meilleur profil », déjà, premièrement, vas-y pour trouver quelqu'un avec un meilleur profil que le mien à Bruxelles, sauf s'il travaille à la commission. Ou alors, ça c'est pour ceux qui m'ont répondu. Pour les 80 mails que j'envoie, j'ai peut-être 7 réponses. Et j'ai l'impression que c'est une pratique qui, malheureusement, est plus fait aujourd'hui, dans le sens où, par exemple, beaucoup de gens vont se contenter de lire, de regarder des vidéos YouTube, et malheureusement, de pas faire ce travail dialectique en fait d'analyse du terrain en le vivant. Et ça fait qu'en fait on se retrouve avec des gens qui je crois même qu'ils ont un terme spécifique pour ça. C'est genre tu postes un truc sur internet et ça te permet de te déresponsabiliser, parce que la plupart du temps du discours sur internet c'est de dire faites l'activisme comme vous le pouvez, certes, mais faites-le à fond, quoi, un minimum. Minimum. Je veux dire, il y a des gens qui pourraient donate, il y a des gens qui pourraient s'engager dans une école de devoir, il y a des gens qui pourraient donner du temps dans des soupes populaires, qui l'ont, mais qui se disent laisse tomber, j'ai mieux à faire. Et malheureusement, à partir du moment où les militants, les futurs militants, nos camarades activistes, peu importe qui sont, parce que malheureusement, c'est difficile de dire à quelqu'un t'es pas un activiste, comment tu vas le prouver, tu connais pas son background, tu connais pas son histoire, t'as pas la science infuse. C'est à partir du moment où ils ne feront pas ce travail de terrain, en fait, même si c'est à peu près, c'est un peu à mettre en question. À partir du moment où ce travail n'est pas mis en application, c'est difficile de comprendre ce que tu lis. Et en fait, on se retrouve dans des cas où il y a beaucoup de gens qui récitent des passages de Fanon, qui récitent des passages de Baldwin, qui les connaissent par cœur, mais qui en fait n'entendent pas, qui les comprennent, mais qui n'entendent pas la portée du message. Et ça arrive même pour des gens de couleur, en fait, qui, pour la plupart, ils n'ont jamais été contrôlés. Pour la plupart, ils ont été dans un cocon familial qui n'était pas déchiré, qui était bien solide, qui n'ont jamais eu de problème d'argent, et qui, en fait, te parlent de racisme, et, en fait, mais qui n'entendent pas la portée des mots qu'ils utilisent. Et je le vois aussi dans le mouvement climatique, en fait, quand tu as
des militants de justice climatique qui comprennent pas que en fait, la plupart du temps, que j'aille trier mes déchets, que j'aille pisser dans l'évier, c'est mon mode de vie qui met en danger la planète. Et que c'est pas en faisant des éoliennes ou en faisant des panneaux solaires que l'expérience des gens en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Asie, elle va changer. Et moi, je le dis ça parce que je l'ai lu, je l'ai jamais vécu. Mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui le vivent tous les jours, qui pour eux, un panneau solaire, c'est toute leur famille qui travaille dans les mines et qui, quand l'eau va monter, seront les premiers à clamser. Nous, on sera bien. Nous, on n'a pas d'urgence climatique. Matériellement, on n'a pas d'urgence climatique. À la limite, on devra rationner l'électricité, mais c'est tout ce qu'on risque. Et pour les Hollandais, bon, ça c'est une autre question. On verra plus. That's a read. Okay. We just went to the university right there. I could talk a long time about performative activism, a very long time. Also because I feel like part of the reason why I think I know so much about performative activism because maybe I've done it also quite a lot, to be very honest. Like what you just said about people who are of color, who grew up in rather the context assez aisé, but who sort of like talk about racism. Like, for example, I grew up in a rather wealthy family, which means that in the Netherlands, in America, in Burundi, where I was born and where I lived also a while, in Kigali, in China, where I lived as well, like in everywhere I've lived, even now, like in Brussels, I've never lived in quote unquote the hood. Like I've never lived, we've always lived, until today I still live in rather, I live now in one of the streets in Matonge, like this apartment is gorgeous. Like every day I'm in this apartment, I feel like somebody's gonna call the police and be like, what I'm really worried about. But also, funnily, I got the apartment because I let my 2 housemates who are white go to the meetings. I only showed up for the signing, and the lady looked at me like, oh, too late, bitch. And I find it very performative if I talk about police brutality and police violence as if that's something that I have experienced on a personal level. Because that's not true. I've never been stopped by the police. I've never lived in a neighborhood where people are constantly, literally, basically just hunted down, persecuted, stalked by the police on a daily basis. I've never lived there. Didn't go to, in the Netherlands they call them black schools, which, you know, racism. I've always been to private schools, and so I think it's very difficult to kind of like, I try to always, whenever I speak somewhere, I try to insist that there is class privilege that I've always had access to, but I'm still not heard, right? So obviously, as a black trans woman, there is a particular experience that I have on the street, which isn't so much tied into the police, but is mostly tied into just men on the streets, right? So that's a different story. But I don't really feel safe on the streets for that reason. But I've never really been made to feel unsafe by the police on the street because they kind of look at me and they go, oh, wow, that's a faggot, never mind, you know? The real criminals are, you know, not me. So I think it can be performative. So I try, whenever I talk about police violence or racial profiling, I try not to speak of it as if it's something that I'm experiencing, because I have not. So going back to performative activism, I honestly think that most activism is performative. I think most organizations and groups, and this can be very mainstream organizations, but also the grassroots sort of like anarchist groups and feminist groups, and I think most of it is very performative. Mostly because I think that the way I sort of have conceived of activism is that you are trying to create alternatives to the systems of oppressions that we're living through right now, right? So if you're coming together with a group of people and you're saying, we want things to be different, but in the way you are organized, in the way you are working with one another, the kind of relationships that you engage, the kind of people in the room, in your group, if it's pretty much the same thing as what is happening on the outside, then I think it's performative,
right? So, for example, if you have an anarchist environmental group that is very edgy and queer, but you look around you and you only have white people in your group, you're performing activism. Like, there's nothing really new. Literally, I could just put some other outfits on you, put you in a boardroom, and you would look like any of the boardrooms out there right now in these countries, right? So I think that's rather performative when you are like, I'm leftist and I want to help these groups to really help them emancipate them, for you to figure out how to do that, you read the latest sociological findings of some academic white person. You're performing activism. You're not listening to the people you're going to help. You're not listening. You don't really actually. Anybody else is a better authority than they are of what's going on, right? It's performative activism when you're like an anarchist group, takes a building like this, great, but no one in the neighborhood benefits from the fact that all of you have university degrees. Like, none of you are saying, okay, we're gonna offer free tutoring classes for children in the neighborhood, for example. None. None of you are saying, okay, we're gonna, aside from this great, amazing thing we're doing here, we're gonna create like a kitchen for people in the neighborhood who maybe their kids are not having 3 times, we're gonna, none of those things are happening, but you're here performing activism, right? Does that make sense what I'm saying? So I think most activism is basically people without the lack, with a lack of imagination to conceive of other ways of doing things, of really creating tangible alternatives, but it looks edgy and fun and exciting and different because you have different outfits on, but it's still just performing activism. Okay, I think. It's perfect. Yeah, I could go on. There's many more, but this is just. Moi, je suis d'accord. J'ai l'impression que ça marche là, non? Ok. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, notamment parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à militer. Je faisais des manifs, les trucs de m'enchaîner à des machins, c'était drôle, on le faisait avec des potes, on finissait en caserne. Je crois que je faisais mon nom sur les murs de la caserne et je mettais des barres à chaque fois que j'y allais. Et en fait, il y avait vraiment un truc où plus de barres j'avais dans la caserne, plus j'étais cool, plus d'actions que je faisais, plus c'était fun avec l'équipe, plus on me disait ouais, lui il est là, c'est bien et tout et tout. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, 7 ans plus tard, la seule raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce panel, c'est parce que c'est toi qui m'as invité. Mais j'essaye d'éviter de faire des panels. Je poste plus ce que je fais au niveau militantisme sur mes réseaux, ou très rarement, et souvent la plupart du temps, c'est quand j'ai besoin de quelque chose pour organiser un rassemblement ou une sorte de barbecue de soutien. Mais l'idée, c'est vraiment j'ai essayé un maximum d'être humble, en fait. Be humble de Kendrick Lamar. Dans ce délire-là, de me dire, en fait, premièrement, sur les violences policières, vu que c'est mon sujet d'expertise, disons, les seules choses que je sais sur les violences policières, c'est combien de personnes y tuent, quelle est à peu près la fonction pyramidale qu'ils ont, et encore, on n'est pas encore au point. Et en fait, on sait, la plupart des militants sur les violences policières, on ne sait pas comment la police opère, on connaît pas les flics, c'est à peine si on connaît les plaques, c'est à peine si on connaît les plaques et les modèles de leur voiture. Mais en fait, les vrais gens que moi j'ai rencontrés qui étaient des experts sur les violences policières, c'est des jeunes avec qui j'ai bossé. C'est des jeunes avec qui j'ai bossé qui me disaient les flics ils sont là tout le temps, ils viennent comme ça, dès que tu vois une voiture qui passe par là, tu vas te faire contrôler, dès qu'il y en a une qui passe par là, c'est qu'elle va chercher du renfort là-bas, dès que tu vois 2 poulets qui marchent, c'est qu'il y en a 5 derrière, et qui m'expliquent comment ils esquivent tout ça en fait. C'est les seuls experts que j'ai rencontrés, et malheureusement, la plupart du temps, j'en discutais avec un camarade, c'est que leur expérience, elle n'est pas nécessaire à notre activisme, parce qu'au final, on s'en fout. Au final, on s'en fout de comment ils survivent, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la police, qu'est-ce que c'est, comment ils opèrent, mais sans forcément vraiment s'intéresser à comment ils opèrent. Et leur expérience, elle nous sert à nous à les traduire, en fait.
Oui, raconte-nous ton expérience avec la police. Ouais, ils sont violents, machin, machin. Ah, bah ouais, la police, elle est violente. Et c'est comme ça qu'on utilise leur expérience. Alors qu'en fait, si on voulait faire un vrai travail de terrain sur ce sujet-là spécifiquement, hein, on irait avec eux dans les quartiers populaires, on apprendrait leurs choses. Enfin, je dis quartier populaire parce que c'est plus facile à comprendre, mais on irait avec eux là où ils vivent. On vivrait ces choses-là, on échangerait avec eux, on trouverait des solutions avec eux, on ferait ce travail de terrain. Et en fait, j'aurais pas besoin de faire des panels en fait. J'aurais pas besoin de faire des panels parce que dans la communauté, les problèmes ils se régleront. Parce que la communauté, elle n'a pas besoin, de chercheurs. Les gens qui ont besoin de chercheurs, c'est nous. On a besoin de chercheurs pour dire au gouvernement, ouais, s'il te plaît, regarde, les flics ils sont méchants. Alors qu'au final, en fait, la seule alternative possible aujourd'hui sur les cas de violence policière, elle se trouve dans la rue en fait. Elle se trouve dans la rue, elle se trouve avec les gens qui vivent tout ça et qui ont les clés pour comprendre cela. Et il y avait autre chose que tu disais qui était intéressant, mais là je l'ai perdu. Mais du coup, il y avait quelque chose d'intéressant que tu disais. Ça m'arrive de temps en temps de dire des choses intéressantes. J'espère que je reviendrai dessus après parce que ça m'avait poussé à une réflexion. Mais voilà, je vais juste passer le mic. If I may I add one more thing? Performative activism. Yeah, I think what I was also just realizing now, I think performative activism is a little bit something that I'm kind of struggling with right now. I don't know exactly how to I'll just tell you. Like I feel like there is a kind of like celebrity activism thing going on, and I find myself sometimes sort of seeming to be in that vector where you're kind of put on a pedestal, made a role model of some sort, and then people are kind of like, you need to follow Olava, like terrible things are happening. George Floyd just was murdered, and people are like, if you want to help the cause, follow Olava. I'm like, what? What am I supposed to do if you follow me? Like, what exactly? And people then are like, when all of this was happening with George Floyd, I had in 1 week and a half time, I went from 3,000 followers on Instagram to 6,000 followers. Why? What am I supposed to do with all these followers? Like, what can I do for them? They're following, they're sitting and watching me in their train, in the bus, they're watching this Olava person. I don't know. Am I supposed to give answers? Am I supposed to? I don't. And I'm a little bit frustrated by that because I feel like it puts me on a pedestal, but there is no real investigation as to what my legitimacy is as a so-called Instagram activist or something. Like, nobody is like, okay, which organization are you involved with? How is it a grassroots organization? You know, who does it part? Like, no one seems to care. I'm just Olava. Apparently, Olava is sort of, like, by just existing on the internet, is somebody you should follow. And if you follow her, you will have fixed something. I don't know what. You know? And I really wonder whether we're not doing a disservice to the people that you're like, I'm following this person, but also to the cause. Like, can we be more critical of these people that look like they have the answers, but who are they? Like, if I say something about black trans women and it's wrong, how can black trans women correct me? What's my like, in which organizations am I happen to be involved in some organizations, but they don't control my Instagram. But if you are part of an organization, if you're part of a collective, people can hold you accountable. People can be like, okay, this is your mandate. Voici ton mandat. We are allowing you to go and say this for us. I don't have no one who... And you should question that. You should question, why are 6,000 people following this person who's completely unattached to anything? And I think that performative activism is a little bit of that sort of celebrity thing. You're following this person, you bought her book, and somehow you've done something, and that person has done something, but we've done nothing. Like, following me doesn't make anything different for the thousands of people who are still dying on a daily basis, on a yearly basis in the Mediterranean Sea. Like, how does that, what are you gonna do? What am I doing about that? Like, and performative activism, one last thing,
just an anecdote of an incident I had, and I have really I've wondered whether I should say this anywhere, but on any panel publicly, but I don't know. It bugs me so much. It's a bit of a long anecdote. Basically, around the whole, sorry. I'm so sorry. But I just want to say this because it's on my mind a lot. But anyways, I'm in this WhatsApp group, right? And it's called POC Brussels or something like that. And most POC people I know in Brussels don't know this WhatsApp group. And why don't they know it is because it doesn't consist of people like Eric or you, or it consists of predominantly expatriate people of color, black and people of color, who work in the networks in the European lobby system or the European Commission or for the European Parliament. It's a pretty select sort of, and I don't know, I think I got added by someone who was working at the European Parliament. I was like, Olav, you're gonna work for a European network, you should be in this group. But I don't know exactly why most people I know of color who are activists have never heard of this WhatsApp group. But anyways, this WhatsApp group exists, and a lot of times there's content being shared, a lot of warm words, like you shouldn't have to go through that at work, and it really sucks your colleagues are saying this. It's kind of that kind of space. All of a sudden, at the time I was co-organizing demonstrations in the Netherlands and in Brussels for the Black Lives Matter sort of period. And in this WhatsApp group, I didn't see, none of these people did I see on the streets or involved in the other guys organizing I was doing, which doesn't mean that they weren't, right? But they were just, I wasn't seeing them. But all of a sudden, in this WhatsApp group, there was apparently word that the WhatsApp group had been invited to talk to the very first Equality Commissioner of the European Union to talk about institutional racism and about BLM. I was like, okay, that's interesting. The WhatsApp group is invited, or maybe it was some people in the WhatsApp group were invited and they wanted to involve the WhatsApp. It was very strange. But anyways, so they had conversations going on. At the time, I was really busy with the organizing, and I didn't really pay close attention. Following that, I decided to take a sabbatical, so I also did not pay attention to what they were discussing. They had a couple of meetings and whatnot. But on one last day, I was told that there was a document that was going to be presented, listen to this, to the first Equality Commissioner, Helena Dalli, was going to be presented this document, which was an official document from this group. And I couldn't help myself, even though I was on sabbatical. I checked the document. I was like, oh, I love drama. So I was like, let me check what they're going to say, because I could just imagine Helena Dalli just being like, just crying in fragile white tears. That's what I was, And I go through this document, and the document somehow managed to kind of like not really talk about migration at all. Like, not at all. Like, barely. And the main thing was very technical terms like mainstreaming anti-racism in the European Union. There was some things about hiring more people of color in the European Commission. It was all very like, oh, we're thinking big or structural or something like that, but they left out migration. And to me, that's a bit tricky. I'm a little bit concerned as to why, when you're talking to the European Commissioner for Equality, you manage to keep out the words, Europe is killing people, is letting them drown in the oceans, is putting them in concentration camps on the borders, is illegalizing them, undocumenting them, detaining them, deporting them. They're dying on the way to deportations. In fact, we're seeing in the south of Europe and in the north of Africa, slavery is back, just back. We all know this, the reports it's all happening. And you're talking to the very first equality, and you don't say, hey, BLM in Europe means you're gonna do something about that. That's what BLM means in Europe. When you talk about mass incarceration in the United States, you should be talking about mass murdering of people in the oceans. And I write this in the message in this WhatsApp group, and I got a call almost immediately by one of the people who were leading this thing. And she calls me, as a person of color. Long story short, the whole conversation I had with her was her telling me, well, but if we do that, it will be Oppression Olympics. First of all, that's the first thing. Second, I was like, but a lot of what I'm reading in this document is basically saying, give us jobs. But that can't really be all that we're doing, right? Like, that can't be
all of our activism as POC activists, blah, blah, who are connected and whatnot. And this is what this person tells me at some point. She says, well, it's not logical for us who are citizens of Europe, who are treated as second-class citizens, to be arguing for people who are not even citizens when we are not treated as full-class citizens. Did you hear what she just said? Did you just hear what she just said? Like, if we can't get the jobs, how could we even help people who have, by virtue of not being citizens, are not granted human rights? That's performative activism. That's when you first look out for what you need, right? And you are sort of pretending to be the super edgy person, but at the end of the day, you're just helping yourself. Does that make sense at all? Okay. You wanted to react. Parce que, en fait, c'était aussi la continuité de ce que je voulais dire. C'est une des raisons pour laquelle je faisais pas de panel. C'était ce rapport que je voulais faire entre être Instagram, ils disent influenceur, un truc comme ça. Être un influenceur et du coup ton devoir en tant qu'influenceur. Dieu merci, j'ai jamais été influenceur et j'ai pas prévu de l'être. Mais en fait, on voit, nous par exemple à la Nouvelle Voix Anticoloniale, quand on l'a créée, on a eu presque, du fait de notre non-mixité, on a eu deux devoirs. Expliquer aux gens pourquoi on se mettait en non-mixité. Et du coup, au début on le revendiquait, mais après, en milieu de terme, on s'est dit bon, mieux vaut pas le dire qu'on est en non-mixité, sinon on va perdre du temps sur le sujet. Et le deuxième travail qu'on avait, c'était, et c'est ce que beaucoup de camarades font malheureusement, c'était d'expliquer à nos camarades militants en quoi ce qu'ils font c'est raciste, en quoi ce qu'ils font c'est oppressant, comment ils peuvent faire pour ne moins l'être. Et ce duty qu'on nous offre, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais cette responsabilité qu'on nous offre, elle est pesante dans le sens où, par exemple, quand moi je faisais des panels, la plupart du temps c'était des panels pour des mouvements blancs, et du coup expliquer un peu c'est quoi le mouvement, c'est quoi la Nouvelle Voix Anticoloniale. La plupart du temps ça je faisais avec plaisir parce que ça nous permettait de rencontrer des gens et de montrer aux gens comme nous en fait que c'est possible d'être radical et d'être entendu. C'était aussi cette idée pour moi d'être dans un panel, c'était de me dire que, et surtout à cette période-là, c'était une période très associative, très subside-friendly. Et donc moi de me dire que j'ai pas besoin de subsides, et Dieu merci on n'en a jamais eu besoin, on n'a pas besoin de subsides, et du coup on n'est pas muselé. Et de montrer aux gens que d'avoir un discours radical, non seulement ça apporte des choses, on l'a vu avec... on avait fait un rassemblement contre l'inauguration de Léopold II, où on a eu une victoire à ce moment-là, et du fait de notre radicalité en fait. Parce qu'il y a une évidence, c'est qu'ils ont peur de nous. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, ce duty qu'on nous donne de 6000 followers, c'est pas rien. 6000 followers, c'est une responsabilité, en fait, c'est une responsabilité d'enseigner aux gens, de je sais pas quoi. Et ça fait qu'en fait, tu te retrouves dans un moment où tu donnes aux gens, mais en fait, toi, tu peux plus travailler, en fait. Ton travail, c'est d'expliquer aux gens. Et donc, tu peux plus faire le travail de terrain pour lequel... Moi, je suis payé pour faire ce travail-là. Je suis payé pour faire ce travail de terrain. J'ai cette chance-là d'aller au contact des jeunes. Et je me suis retrouvé dans une période où, en fait, je faisais des confs. Je faisais beaucoup de confs. On organisait des confs dans les universités pour parler aux jeunes étudiants. Moi, je faisais des panels pour expliquer, souvent à mes camarades militants, la lutte contre les violences policières ou l'antiracisme. Et en fait, cette performative activism qui a deux tranchants, hein. C'est bien pour nous aussi, ça nous fait voir, ça nous permet potentiellement d'avoir un tremplin, machin. Et dans un deuxième temps, c'est le tranchant de, en fait, tu fais ta performance, mais tu travailles plus. Et on se retrouve beaucoup dans ce cas de figure, nous, en tant que militants antiracistes, c'est qu'en fait, c'est tellement à la mode d'être antiraciste. Il y a tellement de diversity coach dans les entreprises, il y a tellement d'entreprises blanches qui veulent s'auto-définir antiracistes, du coup, qui engagent deux noirs, ou un arabe, un noir, une femme, je sais pas quoi, pour expliquer au reste de l'association, faire des formations à l'intérieur de l'association. Et en fait, la plupart du temps, quand je vois des camarades, franchement, je peux comprendre, il faut mettre le pain sur la table. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Moi, j'aurais fait bien pire pour avoir mon pain.
mais ça me fend le cœur en vrai, la plupart du temps, de voir cette obligation d'antiracisme, et non seulement d'antiracisme, mais d'antiracisme décanté en fait, d'antiracisme dilué. Et voilà, c'est vraiment ça que ça me rappelait ton expérience, que c'est aussi pour ça qu'on me voit très peu, et beaucoup de gens qui me disent ouais gros t'as disparu et tout. Ben en fait j'essaie de travailler du coup. So this actually brings me to the following question. Do you think individualism kills community in a way? This search for, I'm the one black person, I'm the one woman, and all of these things, does it kill community in general? This has been very nice, just letting you talk. I'm not a very optimistic person. I don't know why I get asked for these panels, because I never say nice things. Communitarianism, is a type of technology, is a type of cultural technology, and you have, with every technologies, you have its engineers, right? And you have its manuals, you have its specialized methods and strategies and so on. And inherently, I think that growing up in the West, basically, this cultural technology is something that we don't have, right? I think there's a lot of people, that I see talk about community, but they don't actually know how to be in community. They don't know how to make community. They don't know how to build community. They don't know how to sustain community. So all they know is individualism, and then they talk about community. But you don't know how to do community. All you know is individualism. All you know is and I think we should really start. I don't think individualism is killing community. I think we just don't have community. I think if you really want community, I think you need to start by recognizing that all you know how to do is individualism. Start there. I think that's a really great start, because let me just give you an example. This is mostly from the Dutch context, which is a bit different than the Belgians, or so the Belgians like to think. That was a jab. That was not. That was just me. That was just But in the Netherlands, for example, it is cultural practice to almost say anything you want to someone, as rude as it may be, or even as untrue, factually untrue as it may be, as long as you end with, "That's just how I feel." As long as you end the sentence with, "But that's just how I feel." You can pretty much say some of the meanest, wrongest things, and people in the room will be like, "Well, yeah, she's just saying what she feels, yeah." Yeah, that's what she felt, so she said it, so that's... Or, "That's just my opinion." That's also a really great one. Like, I just have an opinion, and I can share it. I could be wrong, I could be mean, I could be, even causing harm, but it's just my opinion. And there's this sort of space where we have all agreed that we don't, when somebody kind of invokes that, "This is just how I feel," or "That's just my opinion," it's untouchable. We're just, okay, well, And then if you're still angry, they're like, "Well, calm down. That's just how, let's agree that that's just how she feels, Where I come from, in Burundi, that doesn't, what do you mean that's just how you feel? You said it. That's what is important. It's not just what you were thinking or what you feel, what your opinions are. It's the fact that you said it. And people measure the harm it causes what you say, not measure the veracity or authenticity of how you feel. It's not that important. What is important is, what do your words do to people around you? This is a very, very simple, cultural technology that we have in Burundi, where we first think, before we say something, is this true? We investigate. Are we just gonna say it, or are we just first gonna examine what these feelings are that we have? Are they accurate? Are they relevant? Are they really truly caused by this other person? And then there's also this sort of evaluation of okay, I do feel it, and it may be true, but if I say it, what will it do to the other people in the room?
Who is concerned by this? Will it harm this person that is in my community? Will it harm me? Will it harm bystanders? There is this sense of like what you say, ijambo, like the word that you have is of weight. You don't just say things and then go like, but that's just how I feel. If you don't know that, if you've never been taught how to be in community, you end up all the time with people who are sort of individuals who come into grassroots organizing and center so much of what they feel and sit there and evaluate everything that's going on with how they feel and decide to stay into something because of the basis of how they feel or leave something on the basis of how they feel. So if you're uncomfortable, the other person must be doing something wrong and I have to say it. I have to say it because I'm uncomfortable, right? So I have to say it. In Burundi, they're like, what do you mean you have to say it because you're uncomfortable? Shut your mouth. So I think, and this is just one tiny example of all the different ways in which if you truly live in a communitarian, if you know how to do community, you don't have these things. Individuality is not really the issue. So I would honestly advise you, if you want to be in community with people, to unlearn your individualism first. And I think it really starts by decentering how you feel and what you think, and start there. Practice decentering how you feel. Just be like, okay, I may feel something, but this is not necessarily relevant. Let me be curious about how other people feel. Let me be curious about what this community, not just the individuals in it, but the community, what it needs, and how I can service that. That's a whole different attitude. That could be a start, but I don't, yeah, so. Je suis d'accord. En fait, je suis tellement d'accord parce que c'est une des analyses qui ressort un peu avec le mouvement militant contemporain, surtout chez nous, dans l'antiracisme, dans les trucs que je connais, quoi, en tout cas. Et il faut que vous me rappeliez que je dois parler de ça. Il faut que vous me rappeliez que je dois parler de ça. Là, je voudrais parler de communauté, du coup. En fait, pour la communauté, en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est que on est en Occident, malheureusement, on n'a pas de communauté. Tout simplement parce qu'en fait, moi, je vais avoir 26, ça va faire 26 ans qu'en fait, j'ai grandi, j'ai été forgé par l'individualisme, en fait. J'ai été forgé par l'individualisme et il y a des tonnes de choses que je dois désapprendre. Comme je dois désapprendre d'être sexiste, comme je dois désapprendre mes comportements homophobes, comme je dois désapprendre mes comportements classistes. Et ça, c'est la première chose. Et ce qui fait qu'en fait, on se retrouve dans des situations où c'est difficile de faire confiance à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne sait pas quel sera son prochain move. Est-ce qu'il est ici parce que, pour faire de la performative, machin ? Est-ce qu'il est ici parce qu'il le pense sincèrement ? Est-ce qu'il est ici parce qu'en fait, il n'a pas le choix ? Et selon qui tu es, ça se voit aussi dans ton implication. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas le choix de militer, qui étaient quand même là, mais en fait, que s'ils militaient, c'était du temps qu'ils ne mettaient pas dans trouver un taf, en fait. Moi, j'ai été cette personne-là, en fait. J'ai été dans une situation où, quand je militais, je mettais mes études en danger, et du coup, de facto, mon avenir en danger. Et j'ai eu beaucoup de chance, après 7 ans de volontariat, de militantisme, en fait, que l'ASBL pour laquelle je taffe, elle m'a engagé. Parce qu'en fait, il n'y avait rien de garanti. Et c'est normal, en fait. C'est que je l'ai fait. J'avais pas le choix de le faire. Mais en même temps, en le faisant, je me mettais en danger. Ça me mettait encore moins dans... Donc c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens, c'est qu'en fait, on milite, on se donne à fond, et on se retrouve dans des situations où, en fait, on n'a plus d'énergie, et on se retrouve avec des gens en face qui nous déshumanisent, en fait. Qui nous déshumanisent dans le sens où je sais pas, parce que leur expérience personnelle, elle est ainsi, ça invalide par exemple tout ce qu'on dit. On le voit sur les panels, hein, des racisés, des personnes racialisées qui disent moi j'ai jamais vécu de violence policière, machin, je vois pas de quoi tu parles, en fait. Je vois pas de quoi tu parles. Et c'est un discours qui est bien, je trouve, qui est bien et qui est répandu maintenant, et heureusement. C'est en fait ton expérience personnelle, merci, mais en attendant, ça invalide pas les faits, en fait. Ça invalide pas ce qui se passe sur le terrain. Et ça me ramène en fait à cette question-là, à la première question que je me posais, et c'était vraiment de me rendre compte qu'en fait les gens avec qui je taffe, pour la plupart, en fait,
ils s'en battent les reins de savoir comment tu sens. Et je peux comprendre aussi, c'est qu'on n'a pas grandi ensemble. La seule chose qu'on fait ensemble, c'est essayer de survivre et d'essayer de tracer un trajet pour combattre le système qui nous oppresse tous les deux. Et en fait, il y a un truc de... par exemple, quand on définit le racisme, genre moi j'ai une définition du racisme qui est très simple et en même temps très excluante plus ou moins. Moi j'aime difficilement inclure les personnes qui ont un white pass. J'inclus difficilement ces personnes-là dans ma définition de racisme parce qu'en fait, être racialisé, c'est que tu le veuilles ou non, le stigma est visible. Genre, moi, je peux faire ce que je veux, et je l'ai vécu, en fait, je peux faire ce que je veux, je peux mettre les chemises que je veux, je peux mettre la coupe que je veux, je vais me faire allumer à un moment ou à un autre, je vais me faire allumer, que ce soit dans le logement. Et en fait, tu te retrouves avec des gens qui se retrouvent dans des situations en mode « ouais, mais quand même, j'ai une arrière-grand-mère tunisienne », alors que les gens, ils s'appellent Camille, Lelouch, un truc dans le genre. Et en fait, tu te retrouves dans des situations là où parce qu'on est dans cette performative activism, on se retrouve avec des gens qui se croient légitimes de dire que ouais, t'inquiète, on a le même vécu. Alors qu'on n'a pas du tout le même vécu, en fait. Pour la plupart, on n'a pas du tout le même vécu. Et tu te retrouves dans une situation où tu dois débattre avec des alliés, parce que malheureusement, bien heureusement aussi, c'est des gens, c'est pas mes ennemis. Et tu te retrouves dans une situation où en fait, tu sais plus faire la différence entre tes ennemis et tes alliés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des choses qui font que même tes alliés, des fois, ils te tirent des balles dans le dos, ils te mettent des couteaux que tu peux pas retirer parce qu'il y a encore sa main dans le couteau qui est dans ton dos, quoi. Et c'est très... Je sais pas pour les mouvements climatiques, ça fait longtemps que j'y suis plus, les mouvements anarchistes, les mouvements autonomes, mais malheureusement, dans notre mouvance, et aussi parce qu'en fait, malheureusement, on donne des... C'est ce que tu disais tout à l'heure sur qui suis-je ? Genre, moi, qui suis-je pour que ce que je dis soit la vérité, en fait ? Qui suis-je et qui me tient accountable, je ne sais même pas comment on dit ça en français. Responsable, voilà. Qui me tient pour responsable ? Et ça fait qu'après, tu te retrouves avec des monstres qui sont en fait intouchables parce qu'ils ont une fanbase écervelée. Enfin, peut-être pas écervelée, mais genre, ce serait quoi le terme ? Matrixée, on va dire matrixée, c'est bien. Ils ont une fanbase matrixée qui fait que si tu les remets en question, ben en fait, tu perds ton temps, tu perds ton énergie et en fait, tu t'endommages et tu peux plus travailler, quoi. Et donc, c'est un truc qui est très intéressant dans le performative activism, c'est ce que tu disais toujours, en fait, c'est cette création de chefs, en fait, de chefs, de leaders, parce qu'on croit toujours qu'on a besoin de leaders pour faire des choses, alors qu'en fait, rien qu'en regardant les Black Panthers, on comprend bien que les leaders, ça marche pas. Ils ont tué tous les leaders, tout le Black Panther il s'est effondré. On n'a pas besoin de leaders. Il faut que la base elle soit solide. Il faut qu'on puisse tous se porter les uns les autres. Même s'il y en a un qui dit une connerie, c'est pas grave. Il faut qu'il vienne avec nous parce qu'en fait on n'a pas le choix. Parce que sans lui, la pyramide elle s'effondre. Et c'est en avançant ensemble, c'est seulement en avançant ensemble qu'on pourra avancer. Et c'est seulement en discernant nos ennemis de nos alliés que je pense on avancera plus efficacement. Et voilà, c'est un truc qui me tourne dans la tête depuis quelques temps. Et malheureusement, on n'a pas non plus les espaces où nous, en tant que militants antiracistes, on peut se rencontrer et avoir ces discussions-là. Moi, ça fait des années que j'ai plus fait de vraies réunions avec des gens extérieurs pour faire des discussions politiques. Parce qu'en fait, toutes les discussions politiques, elles se passent online. Et la preuve en est, c'est quand moi j'ai eu... Il y a un exemple qui est très criant. Malheureusement, c'était le travail pendant tout un temps sur la négrophobie, dont je vais être très bref. Ce que je me disais, c'est les gars, faisons travailler sur la négrophobie, faisons-le politiquement, voyons-nous, travaillons et avançons, quoi. Et j'avais l'impression que c'était beaucoup de performatifs des gens, surtout de notre communauté, désolé, je suis négrophobe, mais au final, en fait, merci de l'avoir dit, mais taf. Et en fait, c'est ce qui se passe beaucoup, malheureusement, avec les Blancs aussi, c'est que, désolé, on est raciste, mais malheureusement, on ne veut pas que vous fassiez ça, en fait. Parce qu'après, il n'y a plus personne qui peut travailler. Il nous faut des gens en forme. Et en fait, si on continue à se flageller, si on continue à se pousser en dépression, on pourra jamais évoluer, en fait.
I don't think, I don't think qu'ils se mettent en dépression hein, avec this white guilt, this guilt. I don't think it really, it's kind of a, there's a certain, yeah, I'm going to sound very philosophical, there's a certain eroticism to it. There's a certain ways in which people sort of, I've seen it happen, like, even with like white potential sexual partners who do this whole like, oh, I know I'm white and I'm terrible and I'm sitting there. I'm like, I don't know what's happening. Do you want to jerk off? Is what like, is this a masturbation? Like, when is this gonna stop? Like, I know you're white. You know I know you're. We know this, but I don't know why this is. And it's like this mantra. Like, I know I'm not black. I know I'm white. And I see it, and I'm like, I think you're enjoying this. I think you're kind of savoring this sense of like, I'm guilty and I've done something terrible by being born white. Ooh. Ouais. It doesn't serve a lot of purpose, I find. Non, mais c'est vrai. Et je pense que en fait, c'est ce truc de performative. En fait, c'est qu'en disant que, en t'excusant de ne pas être raciste, déjà, on a pitié. Tu vois, tu sais, des Arabes qui disent ouais, on est négrophobe, désolé. Des Blancs qui disent ouais, on est raciste, désolé, désolé. En fait, tu te dis putain, ok, d'accord, mais genre arrête, tu vois. Et en fait, ça fait que t'es quoi? T'es un allié. T'es un allié. Et il y a des camarades qui sont très forts sur ça et qui disent qu'en fait, la plupart du temps, nous, en fait, tout le temps, on n'a pas besoin d'alliés. En fait. On ne veut pas d'alliés, on veut des traîtres. Et cette notion de traître... Give a round of applause. Non, cette notion de traître, elle est encore, même pour moi, elle est très difficile à entendre parce que comment tu veux être un traître à ce que tu as toujours été, en fait, à un individu privilégié, non seulement privilégié, mais qui bénéficie de ces systèmes-là. En fait, tu peux, même en pleurant, malheureusement, ça ne va rien changer. Et l'idée, c'est vraiment de faire ce travail-là, de démanteler ce qui est en train d'être construit, en fait, ce qui est en train de construire, ce qui a été construit et ce qui va être construit. Et malheureusement, si on savait comment le faire, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est ça tout le travail qui doit être fait. Et c'est pour ça que, personnellement, je ne pense pas que ce genre de panel il soit si important que ça. Je pense que les vraies discussions, elles se font entre nous, entre travailleurs, entre militants, entre gens qui vivent et qui le vivent parce qu'ils n'ont pas le choix, de faire ces discussions politiques et d'essayer tous ensemble de comprendre en fait, vers où on veut aller, ce qu'on veut et comment on peut essayer d'atteindre ces objectifs. Wow, it's such a pleasure to hear you talk. It's amazing. I love it. Merci. Could I just say something? Yeah, go. How much time do we have left? I don't know. Don't laugh at me. We have like 20 minutes left. 20 minutes. Oh, are we supposed to let the people ask questions? After, yeah. Okay, so I was just thinking about your question that you asked about the community. I just want to add something I think is also like a cultural technology thing that you can maybe use in building community. There is a lot of talk about people not having to do what is called emotional labor a lot. I hear this often in private spaces, but also in organizing spaces, this kind of like, oh, these people shouldn't have to do emotional labor, these people shouldn't have to do emotional labor, these people shouldn't have to do emotional labor. And I get, there's a bit of a mislabeling of it. So when we talk about emotional labor, we're using a term that is supposed to mean something else, but fine. We all know now what emotional labor is, so let's work with that, right? So I think that there is a misconception. Well, I think that the way that we talk about emotional labor, I suspect that there is a kind of undervaluing of the work. Like there is this kind of like when people talk, like I'm a black trans woman with mental health issues of a migrant background. There is not a lot of people in my life that I don't have to teach things. There are very few people that are exactly the same identity as I have that I can be like, oh, I don't need to explain you, right? Most people in my life are either white or of color, or meaning not black, or male, or cis, or straight, or have impeccable mental health, which I don't believe. Y'all crazy, I know, and I love it. It's great. And I find myself kind of talked
I feel people are trying to talk me out of it, and I wonder whether that's protective or whether it is kind of a conception of emotional labor, as badly labeled as it is, as something that is unworthy, that people shouldn't do, right? Because but I wonder, when and how do you conceive of community if no one is doing emotional labor? Like literally, the emotional labor is the very fundament, the fundament, la base, but also the glue that holds people together. And it's in many different ways in which we, I don't think it's performing emotionally, but actually do the work of being emotionally cohesive, of being a community, of being caring, of being kind and generous towards each other. I think that is such an important part of community that if we constantly are telling people and policing when or how somebody should, or who does the emotional labor, and I think we're actually missing the point, because a community or a society without emotional labor is basically patriarchy. It's basically neoliberal. It's the wildest libertarian dream, right? Is everybody takes care of themselves, kind of. Then you are a collection of self-interested individuals who happen to sort of be in the same room together. But if you want to be a community, somebody needs to do the emotional labor. The question I ask is, do we value those people? Do we, in our communities, do we find that the people with the sharpest, nicest, cleanest, most coherent analysis more valuable, or the people who basically make sure that the space in which you're in is clean after everybody has left? Do we value the people with the sort of who go to the most demonstrations and who sleep the less and who have the angriest Instagram posts? Or do we value the people who actually know within your group of community who has a mother who is sick, who has a nephew who's just about to start school? Like, who do we value? Right? Before we start telling that person, like, you shouldn't have to do that, you're a woman, you shouldn't have to do that, it's emotional labor. How about we go like, oh my God, you did that, that's amazing. While we were all listening to this random dude who was like, oh, I'm edgy and da-da, we didn't notice that you were doing this. We're grateful for you. How do we celebrate you? If we would turn it around, I think that might be one of the strategies for building community, is to look for those who do the emotional labor and really center them in the work that we do, and really figure out ways to let them know that what they do is extremely valuable, and perhaps we can also learn how to emulate that. Instead of going like, I shouldn't have to do emotional labor, be like, you do emotional labor, how do you do it? I love it, teach me. Perhaps, So that we all do it, perhaps. That is a little bit more democratic. But anyways, that's a thought for community and individual. Non, je trouve ça très intéressant parce que, en fait, nous, on avait une façon de faire le community, se créer cette communauté. C'est que, par exemple, nous, avec les militants de la Nouvelle Voie anticoloniale, la première chose qu'on faisait quand on avait quelqu'un de nouveau, c'est qu'on allait taguer la statue de Léopold II, en fait. C'était presque obligatoire, en fait. On avait d'office tagué. Il y a juste un jour où c'est parti en couille, mais du coup, c'est parti dans les news et on a créé un scandale national, mais on n'avait pas prévu ça. Nous, on le fait juste pour que, en fait, on se retrouve dans des situations où, en fait, on est tous dans la même merde. Et en fait, si toi, tu tiens pas ton poste de regarder s'il y a les flics qui arrivent, tu mets tout le monde dans la merde. Et en fait, tu te retrouves dans des situations comme ça où, par exemple, je sais pas, je dois aller à l'école de devoir, mais malheureusement, on fait une école de devoir, bref, je dois aller à l'école de devoir surveiller les jeunes, mais malheureusement, je peux pas parce que j'ai une réunion ailleurs. Est-ce que toi, tu peux faire ça, vite fait, le temps que je le fasse, je reviens, et au final, il se passe quoi? Il se passe que la personne reste et elle fait l'école de devoir avec toi. Par exemple, j'ai été volontaire au Space, qui est un café malheureusement qui a fermé, un café associatif, où en fait j'ai fait la plupart de mon école militante, où en fait moi par exemple la plupart du temps où c'était pas mes shifts, j'allais au Space, j'allais rencontrer les autres gens qui étaient avec nous au Space, notre camarade Eric, Olaf aussi t'es venu, mais t'es pas venu en tant que ouais. Et en fait tu te retrouves dans des situations où tu parles avec les gens. Tu parles avec tes camarades et en fait, vous rigolez bien ensemble. Du coup, lui vient un de tes shifts et du coup, ton shift il est moins pénible. Et c'est comme ça en fait la communauté elle fonctionne. On se retrouve des fois où en fait, parfois au Space il n'y avait pas de clients.
mais au moins tu savais qu'il y avait 7 personnes qui allaient arriver et vous allez passer un bon moment. Tu auras fait ton mandat, le mandat qu'on t'a offert, c'est-à-dire ton shift, et en même temps, tu auras serré les liens. Et c'est pour ça que je pense que la majeure partie du temps, le militantisme, il se doit de faire ce travail, au-delà de la performance, ce travail de terrain, c'est qu'en fait, si tu fais le travail de terrain, que tu le veuilles ou non, tu vas créer des liens avec les autres. Que tu le veuilles ou non, tu vas créer des liens avec les autres. Qu'ils soient bien, qu'ils soient mauvais. Mais au moins, tu sais qu'avec ces personnes-là, tu peux compter sur eux pour organiser des trucs. Et c'est un peu ce qui manque, j'ai l'impression, dans notre génération, ou les générations pile avant nous, c'est que malheureusement, ils n'ont pas d'espace aussi pour avoir cette communauté. Parce qu'en fait, nous, on se connaît tous entre nous. On n'a pas besoin de plus. Et c'est ça, je pense que c'est aussi une erreur, c'est que quand nous, on sera HS, faudra voir comment la génération avant, en leur ayant rien laissé, comment ils vont se démerder. Et que voilà, si malheureusement on laisse pas d'espace aux plus jeunes, sans vouloir faire le pathos, aux plus jeunes, un espace où ils peuvent militer avec nous, nous apprendre d'eux, eux apprendre de nous, ça va être très difficile de créer ce lien de communauté, je pense. Donc la dernière question, parce qu'on a encore 10 minutes, ça va être what kind of activism should we aspire to? I feel like it was sort of already answered, but like if you could say it in like in a few sentences, I think that would help maybe the people in the building. En quelques mots, les Black Panthers, ça a commencé en étant un club de lecture. Les Black Panthers, c'était un club de lecture. Et ils ont fait des cantines dans leur quartier, ils ont fait des sorties armées, ils ont fait une ambulance, ils ont fait des ambulances. Et en fait, c'est cette dialectique-là entre ce qu'ils apprenaient ensemble et ce qui se passait sur le terrain qui a fait qu'ils sont dans l'histoire et que les États-Unis d'aujourd'hui, aussi pourrie qu'elle soit, elle est ce qu'elle est devenue. Et voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Okay, what was the question again? What kind of activism should we aspire to? I don't know what y'all should aspire to. I really don't know. There's just so many different kinds of activisms, some of which I really don't have the it's difficult for me because I feel like I don't do the activism I would like to be part of. I don't do it often because I find myself often the only Black trans person in a lot of the contexts that I'm in, and that I don't know, like I go into, this is the age-old story, I go into white queer spaces and they're all white, and I go into anti-racism POC spaces and they're mostly not Black, and then I go into Black anti-racism feminist spaces and they're most of them not cis. I find myself constantly being kind of like, I'm not just the only one, but I tend to be kind of the troublemaker or something. Like I tend to say things which everybody's like, oh my God, why are you saying that or something? And I have my own, attachment issues as a person. I find it very difficult to attach to people, whether individually or groups. So I leave if I feel tension. I leave, I run because, borderline is fun. You should have it, so it's kind of fun. I recommend it. So I know that the kind of vision I have of activism, I'm not entirely sure that I'm doing it. But what I would hope for us all is an activism that I really think that we should, before we tell the world what it should do and how it should look like, we should practice that in the spaces in which we organize. If you want truly an inclusive society, look at your group. Is it an all-white group? You're not doing activism. If you want to be like sort of anti-patriarchy, and you look in your group and it's either men or people who emulate masculine values who are on top of your organization, you're not doing, anti-feminist, anti-patriarchal activism. Like if you want to be inclusive, and you have no one
who's disabled in your group. You don't even know where they are. Like if you are anti-racist and you have Black Lives Matter on OkCupid, it's so annoying. I find that Black Lives Matter hashtag on OkCupid the most annoying. I don't know why. But I've blocked so many people the moment I see like, and you do that, but you live in a white neighborhood at your white job with your white partners and your white friends, with your white sports team. And I'm sorry, you're really just racist, like regular racist, like it's not that deep, like it's not even that hard to be racist. It's not even that hard to be, patriarchal. Like it's all very easy to be. So I would hope for us all to practice within our communities, within our lives, what we would like to see in the world changed. First start there, right? And I think the last thing is I wish there was vision. You've said this a couple of times. I don't think we really have a vision of what we want. I don't think we really talk about what we want. One day, trans lives matter is trending. Then the next day, disability rights are trending. Then the next day, gender violence is trending, and it's great. But what's the overall vision? What is the world that we want to see? We're not being critical enough. We can't even really talk about it because somebody's gonna call us out if we don't agree. Somebody's gonna be like, oh, but you have internalized this and this and that, and then we don't talk. I miss the days, like there were days where people would come together and have huge international socialist conferences, and sit there and hammer out and talk and discuss and antagonize each other, but be the wiser for it, have a vision. And I really think we're kind of, like some groups will write, like I get requests from like feminist groups, that 2 or 3 people who started a page on Instagram and they're like, we're feminists, we would like to invite you to come and talk. And then I go through their thing and I'm like, I'm uninspired. I'm uninspired. None of this is inspiring. I don't know what you want. And I think what I wish for us is that we would have way more vulnerable and way more precarious conversations about what we actually want. Okay. Okay. What? Yeah, that's what I was going to say. Okay. I just first want to thank both of you for the amazing answers and also being here. If there's any questions, Ruth will come to you with a microphone. Also okay not to have questions because I'm super thirsty. So it's okay if you're like, oh, go home, that's fine. Water's coming. Water's coming. Questions? The good thing is we can't actually see you, so if you ask a question, we won't be like, I will remember your name. I remember who you are, I'll see you outside. No. Puis c'est normal en fait, il faut juste attendre que la première personne qui lève Ouais, le après, bras ça va. pose la première question. Let's ask Eric. Ok. Ça me va. Hein. Moi, ça me va aussi. Enfin. Ok. Ok. Okay, well then we'll just applaud and that was it. Thank you all for having us.